Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Après l'interdiction des numéros avec des animaux, le cirque a trouvé une alternative troublante. De la poussière dans mes poumons, des pas hésitants, des voix étouffées et une musique de fête foraine qui fait vibrer les dents et la poitrine. J'ai levé les yeux vers les lanternes peintes en rouge, puis j'ai regardé devant moi la tente en forme de cage à oiseaux. La chaleur dégagée par tant de chair en mouvement, des vêtements de toutes les couleurs, et des gens, encore et encore, qui se bousculaient vers l'entrée. Puis la lune a disparu sous la toile rouge et blanche, et tout est devenu orange. À l'intérieur, je me suis assis sur un banc après que ma place eût été déchirée par la femme maquillée qui souriait. Les voix vibraient et couvraient tous les autres sons, et mon souffle m'est revenu plus chaud que je ne l'avais laissé. La foule, tant d'attentes. Pourquoi ? Eh bien, je suppose que nous étions tous curieux de savoir ce qu'ils allaient faire. Après l'interdiction des spectacles avec des animaux vivants, pour des raisons de sécurité et pour lutter contre la cruauté humaine. Le pauvre éléphant qui avait passé toute sa vie à se tenir en équilibre sur une balle est désormais libre de s'asseoir dans un coin et de fixer le lointain, rêvant de fouets et de cages sombres. Les perroquets qui parlaient avaient été mis au rebut et jetés comme des jouets usagés. Et les lions, libérés certes, mais qui les accepterait ? Libérés pour livrer leur vie à d'autres qui savent encore mordre. Un jour, le cirque s'est installé et a annoncé qu'il proposait un spectacle passionnant. Et je ne serais pas venu sans ma fille, Moira. Elle passait le week-end chez moi et avait déjà commencé à appeler la maison de sa mère chez moi, et la mienne chez papa. Alors je voulais faire quelque chose d'amusant avec elle, lui rappeler que son chez-moi est plus grand qu'elle ne le pense, et qu'il y a aussi de la place pour moi dans son cœur. Nous nous sommes donc assis l'un à côté de l'autre, dans l'air moite et étouffant, attendant que les lumières s'éteignent et que le maître de cérémonie fasse son apparition. Je me souviens avoir pensé qu'il avait l'air un peu triste dans son costume bon marché et ses chaussures sales. Je ne me souviens pas du début du spectacle. Tout cela ressemble à un rêve. On ne se souvient pas de ce qui a mené aux derniers instants, quand le souvenir a commencé à paraître réel. Des acrobates, des magiciens et des clowns, des contorsionnistes. Le numéro final, l'anticipation. L'anticipation. Et maintenant, mesdames et messieurs, enfants et grands-enfants, nous sommes arrivés aux derniers instants de notre spectacle, hurla le maître de cérémonie, sa tête retenant à peine son énorme chapeau de travers. Comme vous le savez très bien, nous avons décidé de laisser nos animaux bien-aimés et nos meilleurs amis se reposer un moment. Et ils sont tous très très heureux maintenant qu'ils sont rentrés chez eux. Ne vous inquiétez pas, ils ont été payés pour leur travail. Dit-il en riant et en clignant de l'œil. Je vais inviter notre dresseuse, Célestia, à vous présenter les nouvelles recrues de notre équipe. Qu'y a-t-il de mieux que les animaux, me direz-vous ? Derrière lui, une petite femme vêtue de velours. Eh bien, nous avons demandé à nos meilleurs scientifiques de trouver une solution. Vous serez surpris de voir ce dont l'esprit humain est capable. Quelqu'un sait-il ce qu'est un animatronique ? Plusieurs mains se levèrent. Quelques réponses firent référence aux jeux vidéo. Eh bien, avec l'aide de notre amie géniale Elora, nous avons créé nos propres animatroniques. Ils sont incroyables et mieux encore, ce sont des robots. Les robots sont obéissants et ne sont jamais paresseux. Qui veut rencontrer notre premier ami ? Une multitude de « moi » aigus dans le public. Dites bonjour à notre singe animatronique, Santicarne. Santi, la scène est à toi. Les rideaux violets s'ouvrirent pour révéler un robot gorille grandeur nature qui entra avec enthousiasme sur scène et fit le tour de Célestia en saluant le public. Il se dressa sur ses deux pattes, se frappa la poitrine avec ses poings, puis applaudit. Santi est notre premier gorille animatronique.
Fais une pirouette, Santi. Montre-leur comme ta fourrure est belle. N'est-ce pas incroyablement réaliste? Santicarne fit une pirouette comique et eut un rire gêné en réponse au compliment. Il fit ensuite semblant d'ajuster le petit nœud sur le dessus de sa tête et envoya un baiser au public. J'entendis quelques enfants rire. Le mouvement des animatroniques était d'une fluidité incroyable. Je n'étais pas convaincu qu'il s'agissait de robots, sans doute des humains déguisés en animaux. Les costumes étaient étrangement réalistes. J'ai supposé qu'ils avaient utilisé de la vraie fourrure et du cuir. Mais je pouvais même distinguer la forme des muscles en dessous, et je n'ai repéré aucune fermeture éclair. Ils ont demandé à Santicarne d'interpréter de manière comique une chanson de cabaret. À un moment donné, il s'est tourné vers nous et nos regards se sont brièvement croisés. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais vraiment l'impression de regarder dans les yeux d'un animal, pas d'un être humain. Mon impression sur la nature de ces animatroniques s'est effondrée avec l'arrivée de l'artiste suivante, Dolores, un petit singe qui faisait des pirouettes et sautait à travers des cerceaux. C'était quelque chose qu'aucun humain ne pouvait faire. Même les mouvements étaient étrangement réalistes. Je me suis vraiment demandé s'il n'utilisait pas encore des animaux. Le cheval a suivi. Je ne me souviens plus de son nom. Ça ne pouvait pas être un humain dans un costume, car les yeux ne correspondaient pas. Ça ne pouvait pas être un animal non plus, car le cheval est entré dans l'arène sur ses pattes arrière et a salué de la main. Tout le monde était assis en silence, bouche bée, les yeux rivés sur ce que nous croyions être le meilleur et le plus réaliste des animatroniques que nous ayons jamais vus. Le lion fut le dernier à se produire. On l'appelait Umbra. Il a dansé le tango avec Celestia et l'a fait tournoyer. Puis s'est mis à quatre pattes et a rugi si fort que cela a déstabilisé le rythme de mon cœur. J'ai jeté un coup d'œil à Moira, ma fille. Elle était complètement subjuguée par le spectacle. Je devais l'admettre, c'était vraiment spectaculaire. C'était vraiment authentique et original. Je me souviens avoir pensé à quel point les billets pour les prochains spectacles allaient coûter cher, à condition qu'ils parviennent à se débarrasser de cette odeur écœurante. Ça devait être la substance qu'ils utilisaient pour entretenir la fourrure. Le dernier numéro consistait à jongler sur un monocycle. Quelqu'un siffla très fort, et les yeux du lion se fixèrent instantanément sur cette personne. Je n'avais jamais vu de robot doté de techniques d'observation aussi avancées. Les pleurs d'un bébé transpercèrent la musique. Puis le sifflement retentit à nouveau, plus fort, provocateur. Les massues de jonglage se figèrent en l'air, tombant une à une. Umbra resta parfaitement immobile sur son monocycle. Je n'avais jamais vu un robot avoir l'air confus. Est-ce que c'était de l'hypnose animale? Maintenant, ça resterait du travail animalier. Umbra, les massues! Ordonna Celestia d'une voix légère mais sévère. Le lion ne bougeait pas. Le sifflement retentit à nouveau. Celui qui l'avait émis avait sans doute compris qu'il avait déclenché le robot. Sa poitrine se soulevait, et la respiration mécanique et rythmée que nous observions depuis 10 minutes devint soudain saccadée, haletante et paniquée. Le lion pressa lentement ses pattes contre les côtés de son énorme tête, ses articulations se pliant avec une agonie et une souplesse humaine. L'odeur écœurante qui régnait dans la tente s'intensifia. Une puanteur de formol, d'anesthésique puissant et de pourriture. Un grondement grave et guttural s'échappa de sa gorge. On aurait dit un homme sanglotant, la bouche pleine de sang. Tout le monde se tut. Tout le monde sauf Celestia, qui se mit à rigoler et dire « Félicitations, Umbra, ton tout premier chahuteur. C'est la vie d'un showman, chérie. Ça t'a déstabilisé un moment, non ?» Elle sourit et sortit une matraque noire et lisse qui crépitait d'électricité bleue. Pourquoi aurait-on besoin de ça pour un robot, ou même pour un humain? À la vue du bâton,
Le lion fut pris de panique. Il poussa un hurlement perçant et se griffa frénétiquement le visage. Un déchirement humide et écœurant résonna dans la tente silencieuse, tandis que la crinière se déchirait au niveau de la mâchoire. Sous le muscle synthétique, il n'y avait aucun câblage. De grosses agrafes chirurgicales noires s'enfonçaient dans la peau humaine à vif et enflammaient. Ma main se porta sur les yeux de Moïra, tandis que je la serrais contre moi. Mes bras résistèrent à ses protestations pour que je la lâche. Je scrutais la tente à la recherche de la sortie la plus proche, mais je ne parvenais pas à bouger. Un halètement collectif vint vider la tente de son air. À travers la déchirure béante dans la joue du lion, j'aperçus une mâchoire humaine, violemment disloquée et fixée vers l'avant pour s'adapter au museau allongé. C'était un homme. Que Dieu nous vienne en aide, un homme mutilé chirurgicalement, piégé à l'intérieur du cadavre en décomposition d'un animal. Je me souvins du cheval et de ses yeux, trop réels et trop éloignés pour être humains, et je refusais de penser à la manière dont il s'était retrouvé dans cette situation. Une panique aveugle s'empara de la créature. Célestia se jeta en avant avec sa matraque, mais l'homme-lion se déplaça avec une vitesse désespérée. Alimenté par l'adrénaline, les lourdes griffes lacérèrent le visage de Célestia, et sa mâchoire fut entièrement arrachée dans un jet de sang rouge vif. Sa tête se renversa en arrière selon un angle impossible, tandis qu'elle s'effondrait dans la boue. Le sang a éclaboussé le premier rang. Des cris ont éclaté, suivis de vagues successives de panique et de terreur. J'ai soulevé Moïra et l'ai poussé vers l'allée étroite et bondée. Umbra a bondi dans les gradins. Ses jambes monstrueuses et difformes l'ont propulsé à une dizaine de mètres dans les airs, et il a atterri sur l'homme qui avait sifflé, lui enfonçant la poitrine dans un craquement écœurant. La créature a ralenti, rendue folle par la douleur de sa propre existence. Sa mâchoire se referma sur le cou de l'homme et le déchira sur le côté. Et une fontaine de sang artériel jaillit dans les airs. Les gens se piétinaient, glissant sur les gradins glissants et imprégnés de sang. Je serrai Moïra contre moi et repoussai brutalement les gens pour nous échapper, pour atteindre la sortie orange. L'odeur écœurante et sucrée des conservateurs avait disparu, entièrement remplacée par l'odeur de cuivre et d'excréments. Nous nous sommes précipités dans l'air frais de la nuit, et la dernière chose que j'ai entendue par-dessus la musique frénétique de la fête foraine fut le rugissement rauque de la créature qui, je me rends compte maintenant que je raconte cette histoire, avait une cadence bien distincte. « Tue-moi ! Tue-moi » est ce qu'elle criait. Je ne me souviens pas comment on est rentré à la maison. J'ai inventé une histoire pour Moïra, vu qu'elle n'avait pas vu grand-chose. Je lui ai expliqué qu'un incendie s'était déclaré et que le robot avait le visage fondu et que je ne voulais pas qu'elle voie cela. Elle ne m'a pas cru. Un incendie s'est bien déclaré et il a détruit le cirque cette nuit-là, ainsi que ses robots, entre guillemets, et ses artistes. Mais je pense que ce n'était qu'une couverture. Je ne sais pas où ils sont passés, car personne n'a plus entendu parler d'eux depuis. Et je n'arrête pas de penser à ce petit singe, à cette minuscule ossature enfoncée dans ce cadavre en décomposition, et au fait qu'aucun adulte ne pourrait tenir dans un corps aussi petit. Quand je pense à Dolores, j'espère que le feu l'a emportée, et j'espère qu'elle ne se produit plus nulle part.